Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Charlotte Cohen, qui est cofondatrice et CEO de Brain Studio. Comment vas-tu, Charlotte? Ça va super et toi? Bah, en pleine forme, trop content de t'avoir. Ça faisait un petit moment qu'on échangeait et on essayait de se caler une date, donc on a réussi à savoir. Donc je suis vraiment content de t'avoir. Charlotte, avant de commencer, parce que beaucoup de gens ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Charlotte, comment tu en es venue à l'écosystème du Web3 et comment tu en es venue à fonder Brain Studio? Ah ouais, avec plaisir. Alors du coup, moi c'est Charlotte Cohen. Je suis graphiste de formation depuis presque 10 ans maintenant. Ça va faire 9 ans, quelque chose Génial. comme ça. Et je me suis lancée en freelance très rapidement. J'ai quasiment jamais été salariée. Et je suis montée petit à petit. J'ai été directrice artistique de certaines marques e-commerce. Et, euh, et puis à un moment donné, on a commencé à parler beaucoup crypto autour de moi et NFT. Et je ne comprenais rien, mais genre rien du tout. Crypto, ça me parlait, mais vraiment pas. Moi, je suis pas dans les comptes, les maths, la finance, tout ça. C'était vraiment loin de moi. Et en parlant avec des copines, je leur demandais, mais est-ce que vous comprenez alors qu'elles étaient dans la finance et elles comprenaient pas. Et un jour, on m'a Ah, parlé de NFT. Moi, ça m'a un petit peu piqué, honnêtement. Et un jour, on m'a parlé des NFT. On m'a dit, bah, si tu veux comprendre vraiment, regarde les NFT. Je pense que ça va plus te plaire et tu vas peut-être plus capter l'utilité vu que ça, il y a un peu d'art dedans, etc. Et du coup, je me suis intéressée aux NFT. Et là, révélation, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'ai commencé comme ça avec mes deux associés aussi. On a commencé à aller aux conférences, etc. On n'était pas encore associés, on n'avait encore rien monté. Et moi, j'avais dans l'idée, parce que mon activité, elle fonctionnait bien, j'avais dans l'idée de monter une agence de design et de pousser plus loin ce que j'étais en train de faire. Et je me suis dit, mais en fait, faut que je le pousse, mais là, dans ce nouvel écosystème, quoi. Et c'est comme ça incroyable. qu'on a créé Brand Studio. Incroyable. Ouais, parce qu'à la base, tu es du milieu artistique et c'est vrai que les NFT, c'est aussi lié au monde de l'artistique. Et donc, du coup, de pouvoir allier les deux, c'est vraiment formidable. Tu as une très, très bonne idée. Et au début, quand toi, on t'en a parlé, effectivement, tu dis que c'était très tech, tu comprenais pas même les personnes de la finance. Est-ce que tu as pris ça comme un ovni, une mode passagère, un truc qui va s'arrêter ou directement tu t'es dit, je suis un peu plus curieuse que la moyenne, je vais essayer de m'intéresser et puis on va voir ce que ça va donner. Comment était ta première, tes premiers pas? Bah, il y a eu deux choses. Moi, déjà, depuis Ouais, petite, j'ai un ordinateur depuis que j'ai 4 ans. Donc, j'adore la tech, même si je comprends pas trop tout. bien. J'adore. Je suis hyper curieuse des nouveautés et de ce qu'on peut en faire. Et j'adore tester des nouveaux trucs. Donc, y avait, c'était dans ma tête de me dire, OK, il y a un nouveau truc et je comprends rien, ça m'énerve. Tu vois. Donc, il y avait ce truc-là. Et la deuxième chose, c'est que quand j'ai compris qu'on pouvait Non, et le deuxième truc, pardon, c'est que euh, ça m'a énervé de voir que tous les hommes autour de moi en parlaient. C'est trop nul, hein. Mais tous les mecs en parlaient autour de moi. Toutes les filles avec mes copines qui étaient du coup dans le milieu de la finance, etc., qui sont pas des filles qui peuvent pas comprendre, tu vois, elles pourraient s'y intéresser, c'est dans leur domaine. Bah, elles s'y intéressaient pas du tout, elles comprenaient pas ce que c'était, elles voyaient pas le truc. Donc je me suis dit, mais c'est pas normal, c'est trop. Enfin, je comprenais pas. Donc je me suis dit, ok, je vais m'intéresser et je vais voir si c'est juste une tendance ou si c'est un truc qui va vraiment modifier les choses, quoi. Et en fait, au final, quand tu Ok. rentres dedans, tu te prends un peu de passion par l'écosystème, pour Ouais, trop l'écosystème. cool. Bah, en tout cas, ça fait plaisir de t'écouter parler parce qu'on sent vraiment que bah, voilà, tu y es allé, tu as mis le cœur et tu as essayé de trouver les solutions à ça. Comme tu l'as dit, il y avait peut-être aussi un peu d'ego en disant bah, c'est bizarre, les autres ne comprennent pas, pourquoi moi je ne devrais pas comprendre. Tu as dit allez, on y va et maintenant tu arrives à déchirer ça. Donc félicitations à toi. On sait que tu es en train de monter une boîte qui est incroyable. On va en parler gentiment après par la suite. Ça fait combien de temps du coup que tu es dans l'écosystème? Ça se compte en mois, ça se compte en années? Maintenant, ça fait combien de temps que tu es. Ça fait 3 ans, on va dire, qu'on est dans l'écosystème et 2 ans Waouh! qu'on a monté Brand Studio avec Léa Cohen et Léa Haddad de Waouh, Léa. OK, donc 2 ans, c'est déjà énorme dans l'écosystème. Félicitations d'avoir tenu aussi longtemps. Vraiment. Pardon? Dans un beer market.
C'est pas Ouais, en mal. plus, en plus, vivement que ça remonte. En tout cas, je crois que c'est la bonne période pour tout le monde. Donc, on va juste profiter de ça. Et vraiment, félicitations à toi. Dans tous les cas, comme on Merci. le dit souvent, dans la partie du beer market, c'est quoi? C'est le meilleur moyen pour faire le ménage dans l'écosystème. Donc, voilà, t'as pas fait partie du ménage, c'est parce que tu as une grosse société et que tu travailles super bien avec tes cofondatrices et puis vous faites vraiment un job de fou. Donc, voilà, je pense que c'est à juste titre que vous êtes encore là et ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, tu développes quelque chose qui s'appelle la marque 3.0. C'est un peu une philosophie que tu as mise en place. Comment cette philosophie et cette vision, elle influence ta stratégie au quotidien? Comment elle t'apporte voilà, la vision que tu veux mettre en place? Alors déjà, juste pour revenir sur Marc 3.0, c'est un truc qu'on a un peu inventé comme ça au studio parce que toute la manière de revoir les marques, elle est très changeante parce qu'il y a un nouveau marché, il y a un nouvel écosystème, il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui sont en demande d'autres choses, qui sont vraiment très différentes de nos générations à nous. Et les marques, si elles ne jouent pas le jeu, enfin, là, on est sur une transition. Il y a une petite révolution, tu vois. Et si les marques, elles jouent pas le jeu, pour moi, il y en a plein qui vont mourir. Et en Ouais. fait, on le voit en ce moment, il y a plein de rebranding, il y a des grosses marques qui sont en train d'innover, de faire plein de choses, etc. Et, et du coup, ça vient valider un peu ce truc-là de marque 3.0 qu'on a un peu créé, quoi. On peut commencer par tout simplement nous présenter Brain Studio parce qu'effectivement, si je suis une marque et que je veux passer dans le 3.0, bah, il faut que je te contacte. Ça, je le sais. Donc, le meilleur moyen de te contacter, c'est LinkedIn. Pareil, on en reparlera juste après. Mais est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement Brain Studio, comment ça se passe, comment vous travaillez, comment vous aidez les sociétés dans cet écosystème? Ouais. Alors, du coup, Brand Studio, on va connecter l'innovation au design pour accompagner les marques à devenir des marques 3.0. Et devenir une Trop marque cool. 3.0, justement, c'est de pas avoir peur des technologies, de les intégrer dans sa stratégie et de pouvoir vraiment s'adapter au nouveau marché. Là, les nouvelles générations, ça va passer d'un marché de 25 milliards d'euros à 185 milliards d'euros. Donc, c'est quasiment Wow. du x7 d'ici 3 ans. Et c'est pour ça que là, si les marques prennent pas ce pli-là maintenant, c'est très dangereux pour elles, quoi. Niveau concurrence, etc. Elles peuvent se perdre. Et du coup, nous, on les accompagne vraiment à repenser les expériences, tu vois, à plus parler de vente, mais d'expérience, pas de clients, Ouais. mais de communauté. Enfin, vraiment à tout ce qui est en train de changer, en fait, Brain et qui est complet. Web3, quoi, tu vois. Ah, c'est formidable. C'est formidable parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sociétés qui ont du mal à grandir. On en connaît plein, qui ont du mal à passer le pas pardon, du 2.0 au 3.0. Et donc, du coup, il y a des sociétés comme toi qui sont là tout simplement pour les accompagner, vraiment à les prendre par la main en leur disant, voilà, nous, on vous conseille telle stratégie, on a telle vision pour vous. Et ça ne va pas seulement sur la partie, on va dire, au niveau du nom et des façons de parler, mais c'est aussi la partie artistique. Tu as toute une partie où tu brandes au niveau des couleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, comment toi, en tant que directrice artistique, tout ce que tu as fait déjà par le passé, comment tu arrives à les accompagner sur cette partie-là? Alors, j'y arrive parce que d'abord, j'ai voulu découvrir l'écosystème et qu'on a été immergé dedans, quoi, et qu'on a parlé avec tout le monde, qu'on a essayé de tout comprendre par nous-mêmes. Je pense qu'on va en discuter après, mais on a créé notre propre collection NFT, Ouais, aussi, trop bien. aussi pour apprendre et mettre les mains dans le cambouis, tu vois, et comprendre comment ça se crée, même au niveau tech, etc. Donc, on comprend l'écosystème vraiment à fond. Et ça nous permet du coup d'être pertinent et de pouvoir accompagner les marques de façon productive. Enfin, on a eu des expériences où en fait, si tu fais appel à une agence qui connaît pas du tout l'écosystème ou un tout petit peu, ou qui veut juste être surfer sur la trend, elle va te générer une collection de 200 NFT en 10 jours, alors que nous, on va te le faire en une demi-journée, tu vois, maximum. Tu vois, ça se fait en 1 heure en vrai. Donc, tu vas payer 10 jours chez une agence tradi parce qu'il faut qu'elle aille chercher un prestataire qui va peut-être s'y connaître mieux Totalement. et qu'elle doit comprendre aussi comment on crée un NFT et tout. Nous, c'est des trucs qui sont évidents. Donc, on arrive à comprendre déjà au niveau tech, à aller vite. Et en plus de ça, comme on connaît l'écosystème, on arrive aussi à faire en sorte que ton identité de marque, elle se retrouve, même quand on va la retravailler,
et l'adapter à l'écosystème. Donc du coup, Ouais. on va pas te faire un singe, un astronaute là comme il y avait au tout début pendant la hype. C'est pas parce que tu rentres dans le Web3 qu'il faut avoir l'air d'un singe ou d'un astronaute, tu vois. Donc, c'était ça le début du truc, c'est de dire, mais attends, en fait, tu peux être qui tu veux, donc tu peux t'adapter à ton identité de marque et faire un truc de fou. Ah, trop bien. Donc, si je suis moi une société, je viens te voir. Donc, je te contacte depuis LinkedIn, etc. Je te dis, voilà, Charlotte, bah, je suis une société Web 2.0, je veux jumper dans le Web 3.0. Quel est le process? Tu viens, tu analyses ma société, tu m'expliques quelle stratégie tu peux mettre en place. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, un accompagnement avec toi et ta société? Alors, nous, on travaille surtout pour des ETI et des gros groupes. Donc, généralement, il y a une agence marketing qui est là entre le client et nous. On travaille beaucoup en collaboration avec les boîtes marketing qui sont dans l'écosystème Web3 et qui sont du coup ultra pertinentes et qui connaissent par cœur l'écosystème. Et nous, on va venir justement retravailler sur tout ce qui est le positionnement, comment on va se différencier de la concurrence, quel ton on va utiliser, comment on va se présenter, comment physiquement on va être en fait. Et du coup, comment on va le décliner ensuite sur tous les nouveaux supports, tous les nouveaux canaux qu'il y a, les canaux qui sont habituels et les canaux qui sont liés au Web3 ou à d'autres choses, quoi. Et Wow. là où on veut communiquer. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet où tu vas pouvoir les proposer, on va dire, quelque chose de un peu clé en main et un accompagnement global sur leur stratégie. Et donc justement, par rapport à ça, c'est là où tu t'es mis à développer la marque 3.0 où tu vas justement leur apporter le fait de développer leur marque d'une marque 2.0 à une marque 3.0. Du coup, ça correspond un peu plus à ce qu'on comprend. Et tu as développé, bah, du coup, on en parlait juste avant, des NFT, une collection de NFT. Est-ce que tu en fais pour tous tes clients? Tu en as fait seulement pour toi? Comment ça se passe avec les NFT? Non, alors la collection qu'on a créée, c'est la collection Z Monster, qui sont des petits carteuils monstres. Et en fait, c'est la mascotte du studio. Et on a créé Wow. du coup cette collection NFT pour rassembler la communauté des designers francophones, en gros. Et on a créé des e-books, on fait quelques événements. Enfin voilà, en fait, on veut que les designers ils s'y mettent parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de travail et que pour nous, pour l'agence aussi, c'est un win-win vu qu'on a besoin de gens qui s'y connaissent et avec qui on va pouvoir discuter facilement et tu vois créer les projets rapidement et pas réexpliquer à chaque fois c'est quoi un NFT, c'est quoi l'art génératif, enfin voilà tous ces trucs là un peu techniques et du coup ça nous a permis de bien connaître les NFT comme je te disais. Et après ça dépend, non, il y a des clients par exemple FDJ, on a fait tout leur branding mais on n'a pas fait nous les NFT, c'est une autre agence qui s'en est occupée. Ok. Et après, le petit Marseillais, par exemple, on a fait leur NFT, tu vois. Ça va vraiment Ah ouais, dépendre donc En fait, on fait pas que du Web3. Notre expertise, elle est beaucoup sur le branding et sur la marque. Donc, comment on est une marque 3.0, comment on s'adapte au nouveau marché, comment on se présente, c'est quoi les codes pour avoir pour être un leader de l'innovation, etc. Et capter les nouvelles générations. Ça, c'est vraiment une grosse offre qu'on a au studio. Et après, c'est comment on va la décliner en expérience immersive, en NFT, en métaverse, avec de l'IA, tu vois, avec toutes ces nouvelles techs qui vont accompagner la marque et fortifier l'innovation qu'elle a dans son ADN. ouais, je comprends. Ça doit être vraiment challengeant parce que tu arrives avec des sociétés qui sont déjà brandées, tu dois les rebrander, c'est vraiment ton cœur d'activité. Et tu en parlais juste avant, donc du branding, ça doit être vraiment en permanence des défis parce que quand les sociétés viennent, elles doivent avoir leur cahier des charges, elles doivent avoir leur charte graphique. Comment ça se passe? Toi, tu arrives, tu leur en imposes une, tu la soumets, ta carte blanche, ou tu dois là, et puis tu dois aller piquer un petit peu là où il y a des besoins. Est-ce que ces grosses sociétés, tu parlais bah, quand même de Française des Jeux, et tu nous diras, tu as fait d'autres grosses boîtes après, mais euh, comment tu fais pour justement réussir à parler avec elles? Parce que quand tu es déjà une marque, tu es imposé, que tout le monde te connaît, est-ce que les gens, ils ont quand même envie de te laisser faire? Est-ce que ta carte, enfin vraiment, est-ce que ta carte blanche, ça doit être très intéressant à travailler? Ouais, c'est hyper, hyper intéressant, hyper challengeant. Soit tu vas bosser avec
avec le marketing ou l'innovation le plus souvent de ces grosses boîtes. Et du coup, elles viennent quand même avec l'idée de se dire on va créer un nouveau truc et Ok. peut-être qu'il va falloir casser les codes, mais on est quand même FDJ et tu vois, faut quand même que ça colle. Et Ouais, mais elles sont là, pour le ouvertes, coup, mais pas trop. ouais, ils ont été super ouverts sur ça. Et après, tu as des Ok. clients qui vont te dire on a imaginé ça, il faut faire ça. Et nous, on va leur dire mais ça ne va pas marcher parce que là, vous êtes en train de faire un truc qui va pas parler aux gens qui utilisent le Web3 ou aux jeunes, etc. C'est un truc qui fonctionne pas. Donc, généralement, on leur fait, tu vois, on a tout avant de commencer la direction artistique, on fait plein de moodboards. Donc, généralement, on fait toujours un moodboard dans leur direction et avec nos moodboards derrière pour montrer que, en fait, si on veut s'adapter à tel marché, telle cible, etc., ben, ça va mieux coller de faire ce que nous, on va préconiser plutôt que ce qu'ils voulaient faire à la base. Généralement, ça fonctionne pour l'instant. Ok. Bah, Mais, bravo. Bravo. non, Et mais ça, sur la partie... pardon. Non, mais vas-y. C'est à Non, toi l'honneur. je te disais, ça va, généralement, les marques, elles jouent le jeu. On a des gros exemples dans l'écosystème de marques qui ont créé vraiment une sous-marque, tu vois, et qui ont créé tout un univers autour. Et c'est ça qui est cool en vrai de vrai. Incroyable. C'est vraiment fascinant de pouvoir donner confiance à des sociétés aussi grosses, parce que là, ce que tu fais, c'est le rêve de beaucoup de startups qui se lancent, de beaucoup de sociétés qui se lancent, de travailler avec des aussi grosses boîtes et des gros noms comme ça. Enfin, c'est énormément de travail, hein. Il n'y a pas de chance derrière. Tu as bossé pour avoir ça et bah, vous avez bossé avec tes cofondatrices, mais c'est vraiment incroyable de pouvoir parler un peu à l'oreille des géants comme ça, francophones ou étrangers, en leur disant, écoutez, on va rebrander votre marque. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Et c'est tellement important pour eux parce qu'effectivement, les marques vieillissantes, elles peuvent vite se faire dépasser. Et il faut être en permanence voilà, dans l'innovation au goût du jour. Et ça, toi, tu arrives à vraiment leur dire, écoutez, allez-y comme ça et ça va avancer. La plupart, elles viennent te contacter ou c'est toi qui vas les contacter? C'est du 50-50? Comment ça se passe? En général, ils arrivent à te retrouver assez facilement? Non, alors j'allais te dire, on a beaucoup de clients aussi qui sont venus grâce à nos partenaires marketing. Je pense à Doors, à NFTs, Infinity. Enfin, ouais, il y a plein de partenaires marketing qu'on a dans l'écosystème qui travaillent pour des grosses boîtes et qui savent, comme elles font du marketing, elles savent qu'il va falloir rebrander, il va falloir avoir une identité. Donc souvent, on travaille comme ça. Et on a du coup un partenaire qui va pousser le fait que ben, ce serait quand même bien d'avoir une nouvelle identité et que passer par Brand Studio, c'est une valeur ajoutée parce qu'on connaît l'écosystème, on comprend, on sait de quoi on parle, ça va aller vite, tu vois, on va pas nous expliquer les choses. Enfin, pas les choses techniques, quoi. Ah, Donc, c'est clair. ça, c'est vraiment, je dirais, peut-être 70% de nos clients qui arrivent comme ça par nos partenaires. Et après, le reste, c'est du démarchage. On démarche, Ah, bravo. on a des projets qu'on envoie pour les marques, tu vois, on teste des choses. Là, avec l'IA, on a testé des campagnes marketing pour Sephora, et bah, ils ont kiffé, donc on va sûrement discuter avec eux. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ok, bah vraiment bravo, c'est assez incroyable. En 2 ans en plus, tout ce que tu réussis à faire, alors encore une fois, tu n'es pas seul, tu es avec tes cofondatrices, mais il faut quand même réussir à le faire. C'est énormément de boulot et je sais bien ce que c'est. Quels sont les défis majeurs que tu rencontres, toi, à l'heure actuelle, justement, dans la partie rebranding? Est-ce que les défis sont le fait que quand tu travailles avec une marque établie, euh, t'as vraiment pas la possibilité de faire ce que tu veux. Tu t'en parlais avant, ils sont quand même ouverts parce que tu travailles avec la partie marketing et développement, mais il y a forcément des défis. J'imagine qu'ils ne sont pas forcément techniques parce que vous êtes en capacité de faire beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as rencontré des défis majeurs ces 2 dernières années en travaillant avec des marques aussi grosses? Euh, non, le défi, là, il est vraiment dans leur donner le déclic où ça va être Ouais, OK pour tout changer parce qu'il y a, bah, ils sont résistants à ce changement-là quand même, vu qu'il y a quelque chose déjà de très établi, des clients, une communauté qui est déjà très fidèle et qui connaît. Donc, c'est dur de casser tous les codes. C'est normal, la perception du public, elle est importante. Et ouais, il faut faire attention quand même à jouer avec ces codes-là.
Mais cette partie Web3 comme ça, quand on crée une nouvelle marque dans sa marque, et ben du coup c'est plus facile de jouer avec tous ces codes. On prend moins de risques, on va dire. Parce que FDJ, ça reste toujours FDJ. Le petit Marseillais, ça reste toujours le petit Marseillais. Je te parle pour les clients qu'on a. Mais on a pu jouer avec leur code. Par exemple, le petit Marseillais, on a fait la mascotte en 3D. C'est un truc qui n'était jamais arrivé avant. Et la marque, elle est quand même, tu vois. Et ça va poser plein de questions, même éthiques du coup, ou quelle couleur de peau il a, quelle couleur de cheveux, quel âge il a, tu vois, et plein de questions qu'on se pose pas parce que c'est un petit croquis qui est sur nos shampoings, etc. Et en fait, quand tu le mets en 3D, ça va poser une tonne de questions et il fallait aller vite et du coup. L'utilisation des techs, elle nous a grave aidé pour aller vite, justement. Mais voilà, il y a ces contraintes-là. Après, il peut y avoir des contraintes de budget, où du coup, tu peux pas tout faire. Des contraintes de temps. Et donc voilà, ça, c'est tous les challenges qu'on rencontre un peu quand on doit faire du branding et surtout les challenges de concurrence parce que ça va très, très vite. Et que là, il y a plein de gens qui innovent et il y a une vraie course à l'innovation. Et si tu vas pas dedans, si toi, t'es pas dans la course, c'est compliqué de survivre après, je pense. Ouais, totalement, totalement. J'ai vu le personnage que vous avez fait en 3D pour le petit Marseillais. Bah, moi, je le trouve enfin sexy, en fait. Parce qu'avant, ok, c'est bien, il était plat, tu l'as dit, il était sur une bouteille de shampoing, mais là, maintenant, il est vraiment super sympa. On voit un petit bonhomme, enfin, il est trop mignon, ça donne encore plus envie. Et en plus, tu le vois enfin animé, ce personnage. Parce qu'on l'a tous vu en fait, en photo, plus ou moins en photo, en dessin, en BD. Et là, ça y est, il est animé et tout. Enfin, c'est game changer en fait pour une société. Enfin, je sais pas si toutes les sociétés qui nous écoutent s'en rendent compte, mais quand ton logo et toute ton activité commence à être active, que ta partie média, elle commence à bouger comme ça, enfin, tu apportes un visuel tellement différent et tu te démarques complet. Et vraiment, ta force, c'est que tu vas permettre à ces sociétés-là de se démarquer face à leur concurrence parce qu'elles auront décidé d'être innovantes et elles seront innovantes avant les autres. Donc, c'est assez fou. Et au niveau Ouais. de. Tu voulais rebondir Pardon. là-dessus? Ouais. Allez, En fait, fonce. on n'arrête pas de dire que dans le Web3, etc., c'est un peu une prolongation de notre identité numérique, où justement, Totalement. on était sur Facebook, Instagram, etc. Donc, on avait cette identité un peu digitale, quoi. Et que le Web3, elle te l'amène en 3D. Et du coup, que tu as ton avatar, que tu vas l'habiller, lui va prendre des NFT pour qu'il ait des assets, etc. Et bah, pour moi, les marques, elles doivent aussi jouer ce jeu-là. Et avec le petit Marseillais, Claire. c'était vraiment la démonstration de ça, où tu dis, ok, on est le petit Marseillais, il n'y a rien à prouver. C'est un tout le monde a un truc, le petit Marseillais dans sa salle de bain, tu vois. Et ben là, je trouve qu'ils C'est clair. ont été cool pour jouer le jeu et se dire, vas-y, on le passe en 3D, on fait un truc immersif. Hein, tu vois, on a vraiment été loin dans le délire. Et pour moi, c'est vraiment, ça veut dire qu'ils sont vraiment dans l'idée d'innover et d'être cette marque 3.0, quoi. Ouais, c'est clair. Bah voilà, pour les personnes qui voulaient voir ce que c'est que le Marseillais 3.0, et ben voilà, vous avez une petite vidéo, je vous montre. Ah, Charlotte m'a envoyé ça, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, non, mais enfin le petit Marseillais qui bouge et tout. Mais c'est vraiment beaucoup plus joli. En fait, Et tu travailles souvent avec des marques anciennes comme ça? c'est des marques, là, pour Brand Studio, ouais, c'est que des marques qui sont quand même déjà très établies, tu vois. Ouais. Ouais, c'est sûr, tu dois pas en avoir tous les jours quand même, mais ouais, c'est Il y a, assez, c'est assez formidable. La il y a partie, dis-moi. Non, non, il y a des nouvelles marques et tout, mais le trois quarts du temps, quand on est sur des ETI, c'est souvent des marques ouais, qui sont établies. Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi une ETI pour toi? C'est une société plus start-up? Est-ce que si par exemple moi je suis une start-up, est-ce que je peux quand même te contacter ou faut absolument être une ETI? Alors, non, une ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire, donc qui sont quand même des grosses boîtes, mais ça se joue en chiffre d'affaires. Moi, je suis nulle à ces D'accord. trucs-là. Je sais ce que c'est, il faut chercher. Mais non, on travaille aussi avec les grosses startups, on va dire. On a travaillé avec Ok. Blocks, on a travaillé sur la néobanque Wiggle, par exemple.
sur leur Waouh! contenu marketing. Donc voilà, c'est une nouvelle marque, mais tu vois, qui est quand même une grosse, en tout cas, qui a pour ambition d'être une grosse entreprise, quoi. Non, pas On est sur en la train de voir présence. justement tout ce que vous êtes capable de faire. Enfin, c'est super joli, hein. Ah, c'est vraiment Merci. magnifique, hein, vraiment bravo pour les personnes qui nous regardent en vidéo. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à l'écran. Enfin, voilà, c'est formidable ce que fait Charlotte avec ses équipes. Vous êtes combien? Vous êtes les 3 à travailler à plein temps dans la boîte ou vous avez aussi une team derrière? Vous travaillez avec des prestataires? Comment ça se passe? Parce que là, c'est énormément de travail. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Vous arrivez à suivre un peu la cadence avec tout ce qu'on vous demande? Eh ben, il y a des moments où c'est pas facile. On travaille beaucoup, beaucoup. Vraiment, toutes les trois, on travaille énormément. Et on est trois fondatrices, du coup, depuis le début. Et on a une team qu'on a créé aussi beaucoup grâce à Z Monster, du coup, mais une team de freelance avec qui on bosse et des gens, des alternants, des stagiaires, des gens qui vont venir rejoindre l'équipe, etc. Mais vraiment, le but, ouais, il est de tout internaliser, hein. Incroyable, incroyable. Ça doit vraiment pas être facile. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance des NFT pour, bah voilà, pour la stratégie marketing, la stratégie branding d'une société? Parce que pour beaucoup de gens, le NFT, tu l'as dit juste avant, bah voilà, c'est des têtes de singe, c'est des choses qui sont pas forcément très utiles. Mais non, il y a beaucoup plus de choses derrière. Est-ce que tu peux voilà, nous expliquer l'importance pour une société bah, voilà, d'intégrer les NFT dans sa stratégie? Ouais, je pense que dans tous les cas, il faut qu'ils soient utiles. S'ils sont pas utiles, c'est pas nécessaire de les faire. Et D'accord. il y a plusieurs utilités. Enfin, c'est perso, hein, mais c'est mon avis Trop à bien. moi, quoi. Et par contre, après, je pense que tu as plusieurs manières de les utiliser. Sur du rewards, par exemple, tu as créé une communauté et puis tu veux la faire profiter d'événements exclusifs, de tester des produits ou d'offrir des produits, des goodies, etc. Ça marche super bien. C'est un truc qui D'accord. fonctionnera tout le temps, quoi. C'est un genre de membership, la nouvelle carte de fidélité. Donc, pour moi, c'est un truc qui peut être hyper important dans la stratégie. Tu peux l'utiliser sur les collabs. Il y a plein de marques qui vont faire des collabs artistiques. Ça se fait beaucoup dans le luxe, mais Louis Vuitton, par exemple, il le fait beaucoup. Et ben, dans ce cas-là, on pourrait imaginer que associé aux produits physiques, il y ait une collection digitale aussi. Donc, on fait un truc digital avec une collection NFT qui va être designée aussi peut-être par l'artiste ou en tout cas aux couleurs de l'opération marketing, quoi. Et qui va t'apporter des pièces numérotées ou enfin tu vois qui va apporter des avantages ou l'histoire du produit ou enfin voilà quelque chose, ça peut être aussi des rewards d'ailleurs encore et tout, mais voilà, Mhm. on peut imaginer ça. Et encore on peut imaginer juste un lancement de produit comme ça où on va avoir un NFT connecté au produit avec je sais pas, peut-être une histoire encapsulée dedans, une expérience, un jeu, tu vois, on peut imaginer ça aussi. Donc, pour moi, ça va être une expérience client qui va être bonus pour l'instant, tu vois, qui est un vrai bonus et qui pourrait peut-être après dans le temps se dire, ok, bah en fait j'en ai collectionné plusieurs, il se passe je suis dans le truc du NFT, peut-être que si j'en ai plusieurs, il va arriver ça, etc. Donc c'est vraiment un truc d'expérience client et de création de communauté qui est hyper puissant, je pense, pour une marque. Waouh! En fait, pour les personnes qui nous écoutent, ça pourrait être du même principe qu'un petit peu une carte de membre ou les miles dans l'aviation. C'est-à-dire que plus tu en collectionnes, plus tu as des avantages. Donc, du coup, pour une société, afin de fidéliser son client, c'est quand même bien d'avoir une collection parce que ça permet de faire des cadeaux à des clients qui sont peut-être fidèles. Ça peut permettre de promotionner un produit en disant, bah voilà, on a une collection pour ce produit-là. Donc, voilà, on vous échange des NFT particuliers pour cette collection qui sont des modèles rares. Et puis en même temps, bah voilà, les personnes, plus ils en collectionnent, plus ils en ont, et bah plus ils deviennent peut-être importants au sein de la société. Ouais, c'est une bonne stratégie. Et est-ce que toi, tu peux nous donner justement des exemples de sociétés qui ont lancé leur NFT, peut-être que des sociétés que tu as accompagnées qui ont lancé leur NFT, et comment ça s'est passé?
Alors nous, on a accompagné que le Petit Marseillais sur les NFT et Génial. c'était une collection de tests pour vraiment pour leur bêta testeurs. En fait, il y en avait 200, je crois. Et du coup, c'était vraiment pour voir comment ça fonctionne, est-ce que ça leur plaît. Enfin, vraiment, c'était pour avoir cette expérience client, ce retour client, de savoir est-ce que, ouais, voilà, enfin, techniquement, c'était OK. Et après, est-ce qu'ils arrivent à s'y adapter, à comprendre comment ça fonctionne, tu vois, comment on leur apprend, là, toute la pédagogie derrière, etc. Donc, ça, c'était le truc hyper intéressant. Et après, bon, on va pas se mentir, pour l'instant, les NFT, ça s'adresse beaucoup à des gens qui ont envie de s'intéresser, tu vois. Ouais. Donc, je pense que petit à petit, en fait, et ça, mes associées, elles sont beaucoup aussi sur cette vision-là, où en fait, il va falloir oublier le mot NFT et juste parler de membership, etc. Et en fait, que la partie Web3, blockchain, elle soit un peu cachée et qu'on ait juste à utiliser ça de manière instinctive, tu vois, et pas à se dire j'ai un NFT, j'ai pas un NFT et tout. Ouais, je partage totalement cet avis. C'est vrai que dans l'écosystème Web3, souvent, bah, les gens, ils ont tendance à allier bah, le Web3 à la blockchain à la crypto, donc du coup les scams. En fait, quand tu fais des NFT, tu ne fais pas du tout de la crypto. Enfin, c'est quand même deux univers qui sont complètement différents. Et donc du coup, les gens, ils ont tendance à mettre tout le monde dans le même panier. Et c'est vrai que c'est très intelligent de se dire, bah, en fait, c'est pas qu'on va s'éloigner de l'écosystème du Web3, mais on va en fait pas utiliser les termes techniques qui font peur à tout le monde et que les gens ne comprennent pas. C'est vrai que si demain on explique à tout le monde dans le Web2 comment fonctionne un protocole Web 2.0, un protocole HTTP, comment on développe un site internet, etc. Si on commence par expliquer ça aux gens, ils vont tout simplement pas s'intéresser au Web 2. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, ils voient les utilités, pardon, les cas d'usage. Une fois qu'ils voient ça, bah, ils se jettent dedans, peu importe la tech qu'il y a derrière. Et souvent, c'est très intelligent d'essayer de faire disparaître cette partie-là pour mettre en avant que les points positifs. Mais en fait, quand on a commencé, c'était complètement c'était dans notre pitch deck. En fait, on disait Très bien. j'achète un iPhone. En fait, on est une tonne à acheter des iPhones, à payer, Mhm. je sais pas combien selon ton abonnement, mais genre ça va jusqu'à 1 500 € pour payer un téléphone. Et Ouais. on est débile. En vrai de vrai, on est débile parce qu'on l'achète juste parce que c'est stylé et parce que moi, je sais pas quel processeur il y a dans mon téléphone, enfin, tu vois, j'en sais rien de ce qu'ils ont mis dans mon téléphone. Je n'y comprends rien et je m'en fous. Je m'en fous Et tu grave. t'achètes parce que c'est utile. Je- Au-delà de l'utilité, parce que je pourrais acheter autre chose qu'un iPhone, en fait, ils sont puissants en marketing parce ils m'ont fait Ouais. adhérer aux valeurs Apple, que c'est stylé, c'est beau, c'est design, il fait des belles photos, tout le monde en a un. Malgré tout, tu vois, moi en plus, quand je suis victime du marketing, je me vois être vraiment victime, tu vois. mais, mais je trouve ça génial. Enfin, je trouve que ils sont trop puissants. Donc maintenant, il y a la team Mhm. Android, Mac, etc. Mais vraiment, l'idée qu'on avait dès le départ, c'est de se dire, quand on arrive dans l'écosystème, il y avait que des développeurs, enfin, c'était que des développeurs et des ingénieurs et des gens qui sont très deep tech et on comprenait rien du tout aux mots qu'ils employaient, etc. Franchement, au début, c'était difficile. Et vraiment aussi toute la logique de Brand Studio, elle est de dire que la tech, elle doit se fondre dans le. Enfin, on doit l'oublier la tech. Le but c'est que ça fonctionne. Ok, ça fonctionne super. Maintenant il faut le vendre et il faut le rendre sexy. Donc il va falloir faire jouer tout le branding, tout le marketing autour et vendre ton produit parce que enfin, s'il fonctionne, c'est la base du produit quoi, tu vois. Ça change tout. Et Ouais. souvent, les gens, ils ont du mal avec ça. En fait, souvent, et c'est tout le monde de la tech hein, qui est comme ça, mais le monde de la tech, il préfère mettre en avant la technologie, travailler fort le parti design, mais pas forcément la partie visuelle. Parce que c'est des ingénieurs, c'est des gamers, c'est des gens qui sont vraiment là-dedans. Donc la partie tech, c'est des machines de guerre. Mais par contre, la partie visuelle, bah, elle n'est pas forcément là. Donc les personnes qui peuvent s'appuyer avec des sociétés comme la vôtre, qui sont très fortes sur la partie visuelle, c'est vraiment incroyable parce que ça permet vraiment de changer la totalité de la vision d'une société et de la rendre beaucoup plus jeune, des fois beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fun, qui va toucher les nouvelles générations. On en a parlé juste avant, mais le Petit Marseillais, enfin voilà, entre le Petit Marseillais, comme on l'a présenté sur ta présentation, et le Petit Marseillais sur une bouteille de shampoing dans un supermarché, ah, c'est quand même pas
pas du tout le même petit Marseillais. Et maintenant, tu as presque envie d'être pote avec le petit Marseillais parce il te donne vraiment envie. Et c'est la force que tu as eue, c'est de travailler vraiment ce branding et ce design. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Non, mais c'est trop bien. Ouais. C'est hyper Ouais, intéressant. ouais, j'imagine, en tout cas, c'est pour ça que tu es là-dedans, c'est parce que tu prends beaucoup de plaisir tous les jours avec Ouais. ça. Et est-ce que des fois, il y a des clients qui sont venus te voir avec des idées tellement un peu farfelues et tu te dis, bah non, je suis désolé, mais ça n'existe pas encore, c'est pas possible. Ou est-ce que même toi, des fois, tu t'es dit, à l'effet inverse, eux, ils ont des idées un petit peu trop classiques, je vais arriver avec une idée qui va être vraiment farfelue ou un petit peu changeante et d'un coup, ils se sont dit, non, mais en fait, Charlotte, c'est ça qu'on a besoin. Euh, En fait, moi, je me dis, quand tu es designer, tu dois répondre à un problème. Il y Ouais, a... ton but, c'est ce qui te différencie d'un artiste, etc. C'est que ton client, il arrive avec un problème, tu dois trouver la solution. Il n'y a pas de... C'est comme ça, quoi. Donc, généralement, on ne dit pas non, on réfléchit toujours quand même à comment on peut contourner le problème ou quelle solution... Enfin, bon, on est censé être créatif. Donc, on doit trouver une solution créative à ce problème. Donc, généralement, ça ouais. va. Mais après, oui, ils peuvent arriver des fois avec des idées et on dit non, ça va pas le faire. Et là, du coup, ce que je te disais, on va commencer à proposer autre chose. Et ça nous est arrivé sur des trucs où, par exemple, ils veulent faire un truc hyper réaliste, etc. Et on dit, mais en fait, non, si vous voulez créer si on va dans le métaverse, c'est pas pour faire un truc réaliste. Sinon, faites de la photo ou de la vidéo, il n'y a pas besoin. Si on veut, c'est le but enfin, en tout cas, ce qu'attendent les gens qui sont dans ce métaverse-là, c'est ils attendent du show, quoi, du spectacle. On veut des trucs nouveaux. Si tu viens et que tu me refais la plage de Deauville, enfin, ça, pour moi, ça fait pas sens. Et je me dis, je perds mon temps à faire ce projet-là et ça va être naze, tu vois. Donc j'essaye généralement de convaincre, de Ouais, bah, il convaincre, faut. de faire quoi, tu vois. Généralement, ça fonctionne. Bah, en tout cas, quand on vient voir des professionnels comme toi, c'est justement pour se faire convaincre sur quelque chose on a une idée de base, mais on va voir un professionnel qui va nous convaincre sur son idée et qui est souvent meilleure que celle qu'on avait à la base pour justement aller développer ça. Et c'est très intéressant. On sait que tu développes vraiment pas mal de choses. Tu es aussi présente dans We Are. Donc, c'est vraiment le leadership au féminin. Et, alors, toi, tu es membre de ça. C'est un collectif, c'est une association. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et comment, toi, tu perçois justement l'importance du leadership féminin dans le secteur de la tech et encore plus dans le secteur créatif comme tu fais? Alors, We Are, c'est comme un club business un peu des industries C'est bien. créatives qui est aussi, je crois, affilié à la BPI et à la French Tech, D'accord. si je ne dis pas de bêtises. Hein. En tout cas, voilà, il y a un grand bâtiment qui est dans le 8e. Et du coup, on peut y aller. Il y a plein d'événements qui sont créés. C'est tout un réseau en fait qui se rencontre, quoi. Et donc, c'est super intéressant parce qu'il y a des gens hyper qualitatifs de plein de grandes entreprises et tout. Donc, c'est génial de pouvoir en être. Et, euh, et après, donc, tu as un club sur le leadership féminin à l'intérieur. Et ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas énormément de femmes quand même dans le club. Il y en a beaucoup enfin, il y en a plus que dans d'autres clubs parce que je pense que c'est un truc qui tient à cœur aussi à We Are, de mettre aussi en avant les femmes. Donc on le ressent, mais n'empêche que il y a moins de femmes entrepreneurs, c'est comme ça, c'est les chiffres. Et quoi te dire, Non, mais c'est bien. En fait, ouais, dis-moi. Non, mais je voulais juste rebondir sur le fait qu'effectivement, dans la tech, on n'a pas assez de femmes. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes parce que c'est trop technique? Est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes parce que ça plaît pas aux femmes? Toi, tu as réussi à t'y intéresser, tu as réussi à t'imposer dans le secteur. Comment toi, tu as fait si tu devrais justement donner des conseils à d'autres femmes qui sont en train de se lancer et qui parfois, ils ont un petit peu du mal? Comment ça se passe? Elles doivent te contacter? Comment elles pourraient faire justement? Elles doivent rejoindre We Are. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les femmes qui essayent de rejoindre l'écosystème Web3? Non, pour l'écosystème Web3, en vrai de vrai, nous, on est rentré. Déjà, on était à Station F quand on a Trop commencé. cool.
Donc on a rencontré plein de femmes, de startups, etc. Et on a tout de suite rencontré aussi Women in Web 3, qui a été créé par Naomi Aliwa et Anaël aussi, qui est une de ses cofondatrices. Donc pareil, en fait, je crois que le lien, il se fait facilement entre les femmes parce qu'on n'est pas beaucoup, donc on se capte tout de suite dans les événements et on va vite se parler. Donc ça aide. Ça aide de se dire qu'on n'est pas seul, etc. Mais moi, j'ai pas trop ce truc-là de me sentir obligée d'être avec des femmes pour réussir. On a été accompagnés par beaucoup d'hommes en vrai et on a eu plein de bienveillance des hommes. Et ça nous a beaucoup aidés et beaucoup soutenus de les avoir autour de nous. Donc, j'ai pas trop ce truc-là. Je me suis quand même inscrite à des clubs business féminins parce que c'est sympa de rencontrer ces femmes-là et qu'on partage quand même les mêmes problèmes de vie quotidienne, etc., de comment on entreprend dans la vie, quoi. Mais je te dirais que si tu es une femme, oui, il y a des choses qui sont plus difficiles, mais il faut se forcer. Enfin, faut pas se dire qu'on est une femme, il faut se dire qu'on est un entrepreneur et que il faut networker, il faut être curieux, il faut dépasser ses peurs, il faut dépasser ses limites. Enfin, il faut sortir de sa zone de confort. Et ouais, c'est un peu difficile. Des fois, il y a des gens qui sont pas sympas, mais ça peut être des mecs, ça peut être des filles, et c'est comme ça en fait. Dans tous les gens qui sont pas sympas, que tu sois un homme ou une femme, restent dans tous les cas pas sympas et il vaut mieux pas travailler avec eux. Ouais, T'as bien, t'as bien raison. Tu parlais juste avant de Naomi, de Women et Web3, super personne. On l'a eu sur le podcast. Elle est vraiment formidable. Donc, elle a fait partie des partenariats stratégiques et des collaborations que tu as eues depuis que tu as lancé ta société. Et ouais, c'est vraiment félicitations à toi d'avoir croisé des personnes comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus voilà, des collaborations, des partenaires stratégiques que tu as eu tout au long de l'évolution de ta société? On voit une partie sur l'écran des gens avec qui tu as déjà travaillé. C'est formidable d'avoir travaillé avec autant de boîtes. Comment on fait pour s'associer avec autant de personnes? Alors, c'est le networking, j'imagine. Est-ce que tu participes à des événements? Tu disais qu'il y avait une partie prospection. Il y a d'autres personnes qui viennent te voir voilà, grâce à soit déjà aux clients que tu as fait, soit tout simplement à d'autres partenaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et nous prendre des exemples de partenariats qui ont été vraiment cruciaux pour le développement de ta boîte? Ouais, alors ça, déjà, je tiens à dire quand même que c'est mes associées qui sont hyper brillantes là-dessus. Et Léa Cohen, par exemple, va s'occuper de tout ce qui est partenariat et à développer nos liens avec les boîtes marketing ou les boîtes tech et montrer qu'en fait, on peut travailler en intelligence ensemble pour les clients et que c'est une vraie valeur ajoutée pour le client. Donc, elle a développé tous les partenariats. Je vais revenir sur les dons. Et puis, Léa Haddad, elle va s'occuper de toutes les relations publiques et du coup, on crée du lien avec des gens, avec des marques, avec des ministères, etc., qui sont hyper haut placés. Et ça, c'est génial parce que déjà, c'est hyper intéressant culturellement, je vais te dire, mais aussi dans tout ce qui se fait, etc. Et en même temps, on crée du lien avec ces gens et ça nous apporte beaucoup, même voilà, au niveau tech et tout. Et sur les partenariats, alors, par exemple, dès qu'on s'est lancé, on avait fait un partenariat sur un side event avec des copains à nous qui avaient lancé un produit Web3 et c'était pendant la Paris Blockchain Week. Et depuis tous les ans, on est en lien avec eux et on crée toujours des side events de la PBW. Ouais, c'est trop cool. Women in Web 3, ça a été un des premiers clients du studio. On a refait le branding de la marque, de l'association. On travaille du coup, les boîtes là, tu as des boîtes marketing qui sont Doors, qui je sais pas si on doit les. En fait, je crois qu'on n'est pas obligé de présenter ces gens-là. Ils sont déjà hyper connus dans l'écosystème, comme NFTs aussi avec Jordan et Veleyen, Infinity avec Thomas Sal, Galex, etc. Enfin, voilà, tout Splasher, c'est Jérémy Bendayan. C'est avec Blocks qu'on travaille beaucoup sur la parce que c'est eux qui font la partie Web 3 chez Splasher, quoi. Et voilà, et toutes ces boîtes-là, en fait, il y a un truc dans l'écosystème où on a tous à peu près le même âge aussi, la même manière de voir l'entrepreneuriat, on crée tous nos boîtes ensemble, etc. Donc, il y a un truc qui est ultra bienveillant, il y a un truc d'entraide.
où nous aussi, on n'est pas concurrents de ces gens-là. Donc, quoi qu'il Ouais. arrive, s'il y a un business qui vient chez nous, il vient aussi chez eux. Donc, et inversement. Donc, le truc, il se passe en intelligence collective et c'est génial de pouvoir travailler comme ça avec eux. Franchement, c'est passionnant de se dire qu'on a des partenaires comme ça, vraiment. Ouais, c'est un écosystème aussi friendly, on en parle assez souvent dans le podcast. Voilà, tout le monde est bienveillant, on a tous un seul et même objectif commun, bah, c'est tout simplement de faire grandir cet écosystème Web3, qu'il soit de plus en plus populaire, de plus en plus utilisé pour tout le monde, on a aussi une part d'éducation. Ce que tu fais, ce que l'on fait, ce qu'on fait avec les podcasts, c'est tout simplement d'essayer d'expliquer ce qui est en train de se mettre en place, comment ça fonctionne. Donc il y a la partie voilà, éducation, puis aussi il y a la partie sensibilisation à l'écosystème Web3. Donc, ouais, c'est vraiment important. Et toi, justement, quand tu es arrivé dans l'écosystème Web3, tu t'es senti aussi soutenu, directement épaulé, et tu as trouvé directement des partenaires qui ont pu te permettre d'avancer. Et c'est grâce à ça que tu t'es senti peut-être un petit peu moins seul, non? Alors déjà, j'avais mes 2 associés. Donc, Bah, on va y venir, justement. même si tu n'étais pas sympa avec nous, on était toutes les 3, donc on s'en fiche, on a Trop foncé bien. les 3 ensemble, quoi. Mais, mais non, oui, tu sais, en fait, tu participes aux événements, on revoit à peu près tout le temps les mêmes personnes, et puis il y a des liens qui Mhm. se créent quand même, qui sont amicaux, et voilà, et tu l'as dit, l'écosystème, il est cool quand même. Ouais, Tous il est les petit aussi. c'est un petit écosystème, mais franchement, un bel écosystème. Donc, même ça donne aussi envie de persévérer, tu vois, de se dire, bon, Ouais. bah, je vais quand même à cet événement, tu vois, tu persévères quand même au final, parce que c'est sympa aussi de se retrouver tous ensemble, de réfléchir ensemble, d'avoir le même défi commun, en fait, de mainstreamer, je sais pas comment on dit, mais de faire en sorte que tout le monde puisse s'adapter à ce marché et comprendre ce qu'on est en train de faire, et tu vois, et de dire qu'on n'est pas tout seul dans notre délire aussi, c'est sympa. Ouais, c'est fou. C'est fou. Tu parlais juste avant de tes cofondatrices. Donc, effectivement, tu as pu t'associer avec des personnes pour démarrer. Comment tu as fait alors, je dirais pas pour les trouver, mais pour te dire, c'est les bonnes personnes, je veux avancer avec elles. Parce que souvent, quand on se lance, on a une idée. Et il y a beaucoup de gens et de jeunes entrepreneurs qui se disent, non, c'est mon idée, je la partage pas, je me lance tout seul. Il y en a d'autres qui préfèrent directement déjà s'ouvrir et être à plusieurs. Mais être à plusieurs, c'est bien, mais il faut trouver les bonnes personnes. Comment toi, directement, tu t'es dit, c'est avec ces personnes-là que je veux le faire. Euh, comment tu as pu, voilà, comment tu pu analyser, qu'est-ce que tu as mis en place pour te dire, OK, c'est vraiment avec elle que je veux travailler et avec elle, ça va marcher. Alors déjà, j'avais déjà essayé des choses avant. Ouais, J'étais associée, ça n'avait pas fonctionné. J'avais essayé trop bien, une fois ou deux, je sais plus. Une fois, c'est sûr. génial. Euh, et ça n'avait pas fonctionné parce que la mentalité n'était pas entrepreneuriale, donc ça fonctionne pas. Et entreprendre, c'est difficile, c'est un vrai mindset. Totalement, On fait face à plein d'échecs tout le temps aussi. Donc, tu vois, il faut totalement. avoir le mood de se dire, ok, c'est pas grave, ça fait partie du processus, et on se relève, on continue, quoi. Et elles, bon, alors elles font partie de mon entourage, je les C'est plus voyais tout le temps, facile. etc. On parlait beaucoup, on a commencé ensemble à parler beaucoup de Web3. Elles sont hyper intelligentes, elles sont hyper curieuses, donc on allait aux événements ensemble, on essayait de comprendre un peu ce qui se passait ensemble, tu vois, on a eu la même vibe en même temps, quoi. Et, et puis après, on s'est dit, ben, en fait, on s'apportait pas les mêmes choses. Et je trouve que ça, c'est un vrai atout. Ce qu'elles font, moi, je sais pas le faire. Et ce que je fais, elles OK, savent pas le faire. Donc, on a vraiment un truc où déjà, on se marche pas les unes, on se marche pas sur complémentaire. les autres, ouais. Et on va vraiment avoir un domaine chacune où on va avoir cette zone de talent, tu vois, où, enfin, et en fait, ça apporte une autre dimension à la structure, je trouve, que moi, j'aurais pas su donner seule, jamais de la vie. Ouais. Et puis ça permet aussi de déléguer sur des sujets effectivement sur lesquels tu es peut-être un petit peu moins doué. Tu dis ça, c'est pas ma zone de génie, je le donne à une personne et cette personne-là, elle, c'est pas sa zone de génie, elle va te le redonner à toi. Et du coup, ça vous permet de grandir ensemble et aussi voilà, d'avoir peut-être un petit peu plus de temps aussi pour pouvoir respirer, etc. Souvent, on en parle aussi beaucoup dans le podcast. C'est la partie, ouais, justement, je vois que tu as l'air d'hésiter. Souvent, on en parle avec les autres entrepreneurs. Bah, c'est la course. On a des fois du mal à respirer, on a du mal à voir le jour. Voilà, c'est un vrai métier et c'est un métier entre
c'est entre limite un métier et un sport avec le marathon. Enfin, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Comment toi, tu arrives? Est-ce que tu peux donner tes astuces ou comment toi, tu ressens ça à trouver l'équilibre si tu y arrives d'ailleurs, entre la vie perso, la vie pro, comment tu arrives vraiment à prendre le temps pour toi aussi pour respirer, parce qu'on a besoin de respirer pour se refresh les idées. Comment toi, quel conseil peut-être aussi tu donnerais à des personnes qui se lancent et qui n'arrivent pas encore justement à trouver le juste équilibre entre les deux? Alors, déjà, le fait d'être trois, c'est vrai que quand même, ça te fait plus respirer parce que Ouais. bah, on est toutes les trois connectées, mais il y en a une qui va avoir une news et du coup, on se dit toujours qu'il y en a une qui va être toujours en alerte et Mm. on se partage toutes les informations, on se parle beaucoup toute la journée toute. Donc, c'est une veille, par exemple, que tu n'as pas à faire, ou si une journée, il y en a une qui est un peu déconnectée, en fait, elle a rien raté, puisque les autres, elles sont connectées, tu vois. Donc, on arrive à prendre le relais. Après, on est une team qui est vraiment très, très soudée. Donc, Bah oui. ça fait aussi que dès qu'il y en a une qui va pas bien ou qui a besoin d'être un peu en retrait, ben, les autres, elles vont être là pour assumer, assurer. Donc, Ouais. ça fonctionne super bien dans notre team et c'est pour ça que j'adore aussi travailler avec elles. Et puis après, bah, moi, je te disais, ça fait presque 9 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et je vis avec un entrepreneur. Ma famille était entrepreneur. Donc, il y a un truc où on se Parfait. dit, OK, ben, en fait, le week-end, en plus, maintenant, j'ai un petit garçon, donc je me dis, bah, le week-end, Bravo. c'est fini. Genre, je coupe pas mon tel parce que tu connais la charge mentale de l'entrepreneur, on est connecté quand même. Mais je me dis, bon, le week-end, je travaille pas. Je suis pas dispo. Et puis, comme je suis pas chirurgien, cardiologue, ça va. Mes Ça peut clients, ils veulent. attendre le lundi. Ouais, ça va. Ah, Il y a trop cool. Ah, bravo. Bravo à toi, tu as réussi à trouver cet équilibre, tu as réussi à dire, OK, moi je déconnecte, parce que dans tous les cas, malgré la plus grosse urgence du monde, ça peut peut-être attendre le lundi. Enfin voilà, donc tu es quand même connecté au cas où il y a une urgence, mais tu as réussi à couper, tu as réussi à développer et la vie pro et la vie perso en même temps. Vraiment, vraiment félicitations à toi, parce que c'est pas le cas de tout le monde, donc ça montre vraiment ta force et ta persuasion là-dessus. Donc vraiment, et les personnes qui nous écoutent et qui ont encore du mal à couper ou qui veulent se lancer, mais qui ont peur de se dire, bah, peut-être j'aurais pas le temps de faire les deux. Mais en fait, c'est une organisation, hein, et je pense que c'est ce que tu as réussi à mettre en place, Charlotte, toi de ton côté, c'est d'avoir une organisation qui te permet d'avoir peut-être un planning carré. En plus, tu disais, tu as un enfant. Enfin, tout ça, c'est vraiment c'est un autre métier en plus. Donc, du coup, tu as vraiment réussi à avoir la meilleure. Ça a ses avantages. Du coup, je suis levée très tôt, je me couche plus tard. Et voilà. Bon, et en fait, la semaine, en fait, tu fonces. Toute la semaine, tu es organisé, tu fonces. Et puis le week-end, après, on a nos moments off. Et puis, on essaye aussi d'avoir des moments off aussi entre nous trois, comme associés. Parce qu'à Ouais. la base, on est aussi des amis. Donc, c'est important de se rappeler de ça, tu vois, de temps en temps. Ah, Et vous de partez kiffer. un peu ensemble et être ensemble en moment off. C'est génial. Oui, 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 on fait plein de Trop trucs toutes cool. les trois aussi en off. Beaucoup en off. Ouais. Ah, bravo, parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Les gens, ils ont du mal et des fois, ils sont dans le cadre du pro, ils n'arrivent pas à en sortir. Enfin, vraiment, tu as réussi à avoir cette partie-là. Euh, en parlant aussi un petit peu d'organisation, de mindset d'entrepreneur, pendant qu'on est dans le sujet, comment toi, tu gères la partie de stress quand on parle avec des grosses marques comme ça? Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas parler avec les grosses marques parce qu'ils ont peur, ils sont stressés. Ils se disent, oh là là, mais ça va pas le faire, je vais pas leur plaire ou quoi que ce soit. Comment toi, tu arrives à gérer cette partie-là? Est-ce que c'est juste naturel? Tu te dis, bah, dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde, j'y vais et on verra bien ce qui va se passer. Est-ce que pareil, tu pourrais donner des conseils à des jeunes qui se lancent? Ça fait maintenant 9 ans que tu es dans l'entrepreneuriat, le stress, tu sais maintenant le gérer. Comment tu as fait voilà, comment tu as évolué tout au long de ces années pour justement pouvoir gérer ton stress? Euh, je sais pas si c'est du stress, c'est plus toi comment tu te vois et D'accord. ce que tu t'autorises à faire en fait. Donc si tu t'autorises juste à travailler avec des solopreneurs par exemple et à faire leur identité, bah alors tu vas pas aller chercher plus loin et tu vas faire ça. Et en fait, je pense que moi au début, j'ai beaucoup travaillé avec. J'avais fait à la fin de mes études, j'ai été faire un stage de 6 mois en Israël et c'était la période de Startup Nation. Donc, Ah ouais. c'était un truc, startup, c'était le mot comme IA aujourd'hui, tu vois. Donc, c'était le mot où tu avais toutes les levées de fonds, les trucs, etc. Et j'étais à fond dedans et j'adorais ça. Et je travaillais avec plein de startups et je Trop trouvais ça cool. trop, trop cool et tout. Donc, au début, j'ai commencé comme ça. Et en fait,
petit à petit, ben, vu que tu as travaillé avec 1, 2, 3, 5, 10 startups, bah, alors, quand tu parles à d'autres startups, bah, tu es super à l'aise. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai commencé à travailler avec des e-commerce plus gros comme l'Avant-Gardiste, Mob, etc., qui sont des sites hyper en place, tu vois. Et, Ouais. et après, bah, tu prends confiance. Et quand j'ai monté, quand on a monté Brand Studio, on s'est redit, bah, on va faire les startups. Mais en fait, ça collait pas avec notre. C'était juste un truc de mindset, tu vois, où on s'autorisait pas à se dire on va avoir les grandes marques. Alors qu'en fait, nos tarifs, ce qu'on propose, la valeur ajoutée qu'on a, elle était exactement carrée pour ces marques-là, tu vois. Elle était sur mesure pour ces marques. Donc, mais on ne se l'est pas autorisé tout de suite. Et en fait, dès qu'on a commencé à se l'autoriser, bah, tout était aligné. Et du coup, je pense que c'est comme ça qu'on s'y. Je pense que en fait, c'est toi qui te l'autorise. C'est pas. Faut pas stresser. À partir du moment où ton offre, elle correspond à la demande, bah, Il n'y a pas de raison. quoi. Tu connais ton métier, il faut juste te dire que c'est OK. Et puis si ça marche pas, Ok. c'est pas grave. C'est pas parce qu'avec une marque ça fonctionne pas que ça fonctionne pas avec les autres. Et c'est normal que ça fonctionne pas avec toutes les marques, hein, donc ouais, bah, merci en tout cas pour cette partie entrepreneuriat. Je pense que ça va aider beaucoup de jeunes qui se développent et on a de plus en plus de. Voilà, on a tous les âges hein, qui nous écoutent. Je crois que les plus jeunes générations, vous avez 14 ans et on a des personnes de plus de 60 ans et il y en a qui sont entrepreneurs, d'autres pas. Donc on a vraiment tous les styles. Donc c'est important. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens. Bah, voilà, c'est aussi une mode, mais c'est pas qu'une mode. Il y a vraiment des gens qui veulent se lancer et qui veulent faire des grandes choses et donc du coup d'écouter d'autres entrepreneurs qui se sont lancés, hommes, femmes, peu importe. Vraiment, c'est très très important. Donc merci vraiment qu'on ait fait cette petite aparté. Revenons sur la partie Web3, Charlotte. Comment toi, tu arrives à t'adapter en permanence au changement de tendance? Parce qu'on sait que le monde de la mode, alors ça dépend des modes, mais ça change tous les mois, toutes les semaines, toutes les années, tous les 6 mois. Enfin, c'est quand même assez régulier, le changement de mode et le changement de marché, de tendance. Comment toi, tu arrives à t'adapter en permanence aux besoins des consommateurs, de voir un petit peu ce qui va sortir avant les autres, de pouvoir toujours être les bonnes couleurs, vraiment les bons designs? C'est quoi? Tu es hyper connecté? C'est tout simplement inné parce que bah, voilà, tu es un petit peu une artiste, hein, quelque part, tu es dans le monde de l'art depuis le début. Explique-nous un petit peu comment tu fais pour être toujours un peu sur ces tendances-là. Je fais de la veille H24. Ouais. La Ah veille, ouais, elle c'est est ça. ouais, en étant sur les réseaux, et sur des réseaux créa aussi, etc. Je regarde tout le temps. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me catch l'œil à chaque fois, tu vois. Donc c'est Ok. un défaut professionnel peut-être, mais genre même si je vais faire du shopping, je vais regarder les packaging, je vais regarder les tendances, je vais regarder comment c'est mis en avant, etc. C'est mon kiff. C'est chacun ses kiffs, Ouais, mais bah ouais, c'est trop mon bien. délire. Et du coup, cette veille-là, je pense qu'elle m'aide aussi à capter ce qui va se passer. Il faut être aussi hyper à l'écoute de l'environnement social, enfin, tu vois, de ce qui se passe un peu autour de nous, etc. Tu as des bureaux de tendance les tendances, elles sont lancées comme ça, en fait. Il y a des bureaux de tendance qui vont analyser le contexte politique, environnemental, social, etc. Et qui vont, et de là va découler des tendances de est-ce qu'on s'habille avec des pantalons larges, des pantalons serrés. Enfin voilà, tout ça, c'est pas nous qui le choisissons en vrai de Ouais. vrai. Même les grandes boîtes de haute couture, etc., elles utilisent aussi les bureaux de tendance. Alors peut-être les leurs, mais en tout cas, il y a des gens qui analysent tout ça. Donc c'est pas au petit bonheur la chance, quoi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc il y a toute cette veille là et après on se forme en continu en étant dans l'écosystème, en parlant avec nos partenaires, en parlant avec les développeurs, les marketing, etc. ben en allant aux événements et tout, on est toujours connecté, donc on se forme, on essaye de comprendre euh, là sur l'IA, on va à plein de conférences, etc., pour savoir la propriété intellectuelle, les nouvelles IA qui sortent, enfin, tu vois, on est aux Ouais. aguets tout le temps, en fait. Alors, il y a beaucoup, Hyper beaucoup de... connecté. Ouais, il y a beaucoup de trucs, il y a des trucs qu'on rate sûrement, mais on est déjà en avance par rapport à plein d'autres parce qu'on est une plus petite structure et qu'on peut s'entourer aussi de gens qui sont passionnés par ça. En fait, on est entouré que de passionnés. Et au final, comme les discussions elles tournent autour de ça, etc., en fait, on vit, on mange tech toute la journée, tu vois. Donc, ça aide. C'est beaucoup, mais en vrai, quand tu es passionné, tu le sens pas. C'est beaucoup, mais ça aide
à être pertinent à chaque fois, tu vois. Mmh. Tu as un nouveau client qui vient, qui va nous parler d'un nouveau problème, bah, ça va nous faire penser à peut-être un nouvel outil qu'on a vu à une conférence ou un truc, etc. Et en fait, bah, c'est ce que je te disais, c'est aussi le travail du designer de connecter, de faire des points de connexion en fait entre tout ça et de trouver des solutions qui sont créatives pour les clients. Ouais, bah, effectivement, quand tu as la passion, c'est toujours plus facile, on a moins l'impression de travailler. Mais après, il y a effectivement la partie intérieure où quand on fait quelque chose, faut bien le ressentir. Et au-delà de bien le ressentir, faut le ressentir juste parce que on a tous des goûts qui sont plus ou moins différents. Maintenant, il faut avoir les goûts qui sont dans la tendance. Et ça, c'est deux choses qui sont différentes. Avoir des bons goûts, c'est bien, mais avoir des goûts dans la tendance, je pense que c'est un sport. Et vraiment, toi, tu arrives à te dire, OK, bah, j'ai des goûts, mais je pense que les goûts de la tendance, c'est ça. Et toi, tu arrives vraiment à les apporter à tes partenaires, à tes clients. Et ça, c'est quand même impressionnant parce qu'on a tous des goûts différents et il faut réussir à suivre cette tendance. Et ça doit pas être facile au quotidien. Donc, il faut quand même avoir une petite fibre à l'intérieur qui permet de se dire, OK, ça, c'est la future tendance. Si les personnes y vont là-dedans, ça va fonctionner. C'est pas Ouais, facile tous les jours, hein. ouais. Après, il faut quand même pas être dans la tendance non plus trop parce que les tendances, comme tu l'as dit, ça passe. Ouais. Et quand on travaille avec des grosses marques comme ça, il faut quand même beaucoup s'attacher à la partie stratégie de marque, où justement on va se dire, on peut s'inspirer d'une tendance, mais il faut que ça colle avec les valeurs de la marque, avec le projet qu'elle a, comment elle veut se positionner, comment elle veut Mm. se différencier de ses concurrents, etc. Enfin, tu as aussi toute cette partie-là qui fait que bah, c'est pas juste. Enfin, oui, tu as une fibre à l'intérieur, mais t'as des choses. Comment dire, réelles sur lesquelles t'appuyer et il y a des données, il y a des choses Des où bonnes bases, ouais. oui, en fait, je viens pas te dire que bleu c'est joli. Je viens te dire que bleu ça colle à ta marque parce que tu veux transmettre telle valeur, parce que ça va parler à ta cible qui est telle cible, etc. Tu vois, donc on choisit pas les choses par hasard non plus quoi. Ouais, très intéressant. Effectivement, puis il faut pas que ça soit des tendances qui soient trop courtes ou éphémères, parce que pour les grandes boîtes, ce qui est éphémère, bah, ça passe trop vite et le temps qu'elles s'adaptent et que les gens voient ce nouveau branding, c'est trop tard. Ça a changé de design et ça va pas. Donc il faut effectivement être dans la tendance, mais dans la tendance pas court terme, celle qui est long terme. Et ça doit être encore plus difficile Ouais, ça de savoir laquelle va fonctionner. ouais, ça c'est le plus difficile. C'est très intéressant. Et comment toi tu envisages justement euh, la suite de la numérisation des marques. On sait qu'actuellement, les marques, elles sont de plus en plus numérisées, qu'on en voit de plus en plus partout, et on sait que bah, l'avenir des marques, c'est le numérique. Comment toi, tu vois cette partie-là? Donc, on sait qu'il y a il y a le Web3 qui fait vraiment partie de l'avenir des marques. Comment toi, tu vois cet avenir arriver? Est-ce que tu penses qu'il va être de plus en plus présent? Est-ce que, voilà, on entend parler de l'IA, du métaverse, bah voilà, réalité augmentée, réalité virtuelle. Est-ce que toi, déjà, c'est des choses qu'on t'a déjà demandé? Est-ce que tu as déjà participé à ce genre de choses? Et comment toi, tu vois justement l'avenir lié peut-être aux marques avec le métaverse et ce genre de choses? Moi, ce que je vois, c'est ce que je te disais, c'est que les nouvelles générations là, ça va être ça va être des gros pouvoirs d'achat, et que ces gens-là, ils Mhm. arrivent sur un marché qui va être un très gros marché pour les marques, et, euh, et leurs attentes, elles sont complètement différentes. Ça veut dire qu'elles veulent aller plus loin que ce qu'on proposait déjà, et elles veulent que les marques, elles jouent le jeu en fait, qu'elles fassent preuve peut-être de plus d'humilité pour créer un vrai lien émotionnel avec le client, qui ait plus de personnalisation, qui ait plus d'expérience, tu vois, de trucs comme ça. Et, et tout ça, ça passe par les technologies qu'ils maîtrisent. Et les technologies qu'ils maîtrisent aujourd'hui, bah, ça va être le gaming ou Mhm. tous les Twitch, les trucs de streaming. Enfin, voilà, il y a plein de nouveaux. Je te dis les trucs, tu vois, parce que même moi, je fais pas partie de cette génération. Et même si je connais ça, c'est pas des trucs que j'utilise en vrai de vrai tous les jours, tu vois. Donc, tout ce qui est Discord, etc., c'est des choses que si tu n'utilises pas, donc, bon, moi j'utilise tous les jours maintenant, mais à première vue, c'est pas hyper sexy, tu vois. Mais C'est par contre, clair. ça fait partie de leurs outils, comme nous, on avait les MSN, les Facebook, les trucs comme ça, tu vois. Je fais partie de la génération 90, donc je dis nous, mais je sais pas qui regarde. Et en gros, euh, pour moi, donc, ce que je te disais aussi, c'est que quand
en fait, eux, ils ont dans l'idée que leur avatar, c'est eux, tu vois. Chose que nous, on a. Ah, Et quand ils vont jouer, etc. Parce que tout ça, c'est inspiré du gaming en vrai. Donc, on est sur cette traîne. Et en fait, si tu dis que ton avatar, c'est toi, et que tu vas l'habiller parce qu'il faut qu'il soit grave stylé pour aller à telle soirée de Snoop Dogg dans tel métaverse, etc. Et ben, en fait, il y a tout ce monde-là. Alors, c'est hyper critiqué, mais en fait, nous, quand on allait sur Facebook, Instagram, on était hyper critiqués aussi. Donc, c'est juste eux, leur manière de le vivre. Et en fait, leur manière de le vivre, elle est en 3D. Alors que nous, on le faisait en 2D, en photo, quoi. Et pour moi, les marques, elles doivent se plier à ce nouveau truc-là, qui est de leur faire vivre des expériences autant physiques que digitales en 3D. Le fait que ce soit 3D, c'est vraiment une expérience qui est sensorielle, tu vois. Et même en physique, pour moi, ça doit être sensoriel maintenant. On doit, on doit avoir du show, à mon avis, tu vois. On doit jouer le jeu, vraiment créer des opérations qui soient pas juste une PLV en carton sur un comptoir, quand même, mais qui soit un vrai truc. Et voilà, avec le petit Marseillais, on a fait l'expérience immersive où, en gros, ils sont arrivés avec la problématique de dire dans 2 mois, il faut sortir une vidéo parce qu'on a une collab avec Carrefour qui est dans Sandbox. Tu sais, Carrefour, ils ont leur truc chez Sandbox. Et à chaque fois, ils font monter une marque et ils font une collab avec une marque qui bosse avec Carrefour. Et du coup, on crée une expérience là-dessus. Et là, donc là, c'était autour du Petit Marseillais. Ils avaient gagné un concours et du coup, ils ont créé une expérience qui devait être dans les carrefours. Il y avait une dizaine de carrefours qui participaient, les plus gros. Et aussi après, dans le métaverse, etc., avec un petit jeu et tout. Et nous, on devait s'occuper de l'expérience physique. Et on a dit, en fait, il faut créer le Petit Marseillais en 3D et on va créer tout un monde où il va aller. Tu sais, tu as 5 ou 6 produits phares un peu de la marque avec la pêche, la nectarine, l'huile d'olive, etc. Donc, tu as ces trucs-là. Donc, on va aller dans un verger d'olivier, on va aller dans un champ avec des pêches, etc. Enfin, tu vois, et on va tout ça. Mais le but, il était de dire, si tu regardes dans ton casque l'expérience, c'est cool. Mais si le Petit Marseillais, il te dit qu'il faut aller nettoyer les côtes du littoral, parce que c'était le challenge c'était de sensibiliser les gens au nettoyage des côtes du littoral après les vacances. Donc, si tu veux faire participer la personne qui regarde, alors on a créé des petites danses du Petit Marseillais. Et en fait, quand tu danses, ça va nettoyer les littoraux, tu vois. Et en fait, ça a super bien pris sur place parce que du coup, les gens qui regardaient, ils commençaient à danser, à rigoler et tout. Et pour moi, ça, c'est une vraie expérience. C'est pas juste de regarder quelque chose, tu vois. Il y a je trouve que cette génération-là, elle veut vraiment un vrai contact. Et par exemple, sur le Petit Marseillais, ça a été une victoire pour nous parce qu'on s'est dit, ouais, les gens, ils ont kiffé en fait. Ils ont kiffé faire l'expérience. Il t'a fallu combien de temps entre le moment où ils t'ont contacté, parce que là tu parlais de 2 mois, et le moment de sortir vraiment le produit terminé, il vous faut combien de temps en général? 2 mois. 2 mois. C'est rapide, hein? Nous, on se plie au. Ouais, heureusement qu'on avait l'IA, ça nous a beaucoup aidé. Mais Ouais. on va en parler, mais non, sinon on n'aurait pas dit oui. Ouais. Ouais, Ouais. ça doit pas être facile tout le temps parce que vraiment, quand on vient te voir, on te dit, bah, tu as 2 mois pour sortir un truc. Alors, l'avantage, c'est que tu connaissais la marque. Bon, la plupart des marques qui viennent te voir, tu les connais, mais tu dois te renseigner un petit peu sur la marque. Tu dois comprendre leurs besoins, analyser. Quand c'est des grosses boîtes, ça prend un peu plus de temps que sur des petites boîtes parce que voilà, c'est hiérarchique, c'est pyramidal, ça prend du temps. Et donc, du coup, le temps de poser des questions, d'avoir des retours, s'organiser, sortir, après développer tout ça en 2 mois, ouais, c'est quand même assez rapide et enfin, c'est même très rapide. C'est assez formidable que ça soit même aussi vite pour développer tout ça. Vous développez aussi sur les réseaux sociaux avec les marques, vous les accompagnez sur les réseaux sociaux, vous leur dites un petit peu ce qu'ils peuvent faire ou est-ce que vous développez des, euh, des, du branding pour que ça soit adaptable aux réseaux sociaux, justement? Alors, depuis quelques années, tu es obligé, quand tu crées un branding, de décliner sur les réseaux sociaux. Sinon, Ouais. ça marche pas. Les gens, ils se disent, OK, j'ouvre un truc, il me faut forcément Instagram ou LinkedIn ou Twitter minimum. Et quand c'est du Web3, au moins Twitter, Discord, tu vois, c'est Ouais. LinkedIn.
les réseaux qu'on utilise, quoi. Donc ça, obligatoire. Et sinon, pour le reste, tu t'adaptes à ce qu'ils te demandent, en fait, à chaque fois. Ah ouais, mais en tout cas, effectivement, c'est très intéressant. Tu dis directement les marques, si elles sont du Web3, c'est ça. Si elles sont pas Web3, c'est ça. Est-ce que le TikTok, ça fait partie aussi des demandes que tu as actuellement? Ouais, alors nous, on fait pas ça. On Ok, travaille avec des boîtes qui le font, comme trop bien. Block, ça va le faire, Splasher, il le fait, ils sont hyper forts là-dedans, et c'est eux qui, Infinity aussi, ils le font sur les réseaux sociaux. Et eux, ils sont ultra forts en marketing. Il y a des gens qui font ça, qui font que ça toute la journée et tout, donc ils sont ultra pertinemment, même après en termes de retour avec les analyses, etc., des chiffres et tout. Donc ça, nous, on le fait pas du tout. Par contre, parfois, on va aider sur quand ils ont une marque qui n'a pas un ADN fort ou un branding déjà bien établi, Ouais. on va aider à dire voilà, il pourrait aller dans cette direction. Donc on va faire là pendant un mois, on va faire eux ils vont faire le contenu écrit et nous on va répondre avec les images pour donner un peu un ADN, tu vois, de ce à quoi ça pourrait ressembler, quoi. Et après, libre à la marque de continuer ou pas. Mais voilà, c'est ce qu'on fait. Mais sinon, non, ça, on en fait très peu, nous, en vérité. Ok. On avant. Ouais, mais vous avez le réseau nécessaire, chacun sa spécialité, vous avez le réseau nécessaire pour connecter les personnes si elles en ont besoin. Oui. Tu parlais juste avant de la partie IA. Comment vous avez réussi à intégrer l'IA? C'est vraiment le sujet actuellement à la mode. Enfin, voilà, depuis décembre l'année dernière, enfin même décembre 2023, tout le monde en parle. Comment toi, tu as réussi à intégrer justement l'intelligence artificielle dans tes stratégies branding et marketing? Parce que tu disais juste avant que ça t'a permis parfois de gagner du temps, notamment avec le petit Marseillais, où il te restait, enfin, tu avais 2 mois pour sortir quelque chose et tu disais heureusement que j'avais l'IA. Comment tu as réussi à intégrer ça et quels ont été les avantages pour tes clients? En fait, dès le départ, c'était nouveau, donc forcément, j'ai kiffé. Même principe que le Web3. Je me suis dit, faut que j'essaye. Ça fait des images, donc il faut que et puis je comprenais pas en fait tout. En fait, au tout début, la trend des designers, c'était de dire que l'IA, ça va remplacer les designers, on va perdre notre métier et c'est horrible et il faut pas du tout utiliser ça, etc. Il y en a encore plein maintenant qui disent ça. Donc, j'ai fait une collab avec un des membres de la communauté qui s'appelle Thierry, où on a écrit D'accord. ensemble un e-book qui s'appelle Comment intégrer l'IA dans son processus créatif. Trop Donc c'était bien. vraiment dans les débuts, tu vois, de l'IA. On a parlé que de 2-3 IA. Firefly, il venait de sortir. Et en tant que designer, nous, on travaille beaucoup sur Adobe. Donc c'était un truc de... Enfin, tu vois, c'est une vraie révolution que Adobe, il crée Firefly et que ce soit intégré dans nos logiciels C'est clair. dès que tu l'ouvres. Enfin, ça veut dire que tu es obligé, en fait, de l'utiliser, tu vois. Et pareil, on s'est passionné on s'est passionné sur l'IA et on a vu que en fait quand tu l'intègres dans ton process, ça te fait gagner quand même beaucoup de temps. Tu peux utiliser Ok. des choses, tu peux rater plus vite et tant mieux parce que du coup, si cette piste-là c'est pas la bonne, merci, ciao, on passe à autre chose. Ça m'a fait perdre 20 minutes et c'est pas grave, j'ai pas passé 2 jours dessus. Ouais, Donc totalement. donc ça va plus vite, je peux tester plusieurs styles, je peux voir un peu. Euh, je peux aussi proposer à mes clients enfin, tu vois, par exemple, pour la vidéo qu'on a fait pour le petit Marseillais, et les univers, le style de 3D, par exemple, on en a testé plusieurs grâce à l'IA et voilà, moi j'avais une idée précise et je voulais vraiment que ça ait l'air un peu playful, un peu jeu vidéo Mario comme ça, tu vois, et tout. Donc c'est la piste qu'on a retenue, mais j'en ai testé plein d'autres avec l'IA et ça nous a permis d'aller très vite dans le choix et de dire, ok, eux, ils ont eu un petit panel comme ça de 3-4 directions. Et ils ont dit, ok, non, on prend ce style. Donc après, une fois qu'ils ont choisi le style, nous, on se met à dessiner et à créer des choses, à modéliser et tout. Mais tu vois, ça nous permet de prendre des décisions plus rapidement. Et puis moi, ça me permet de briefer aussi les gens avec qui je travaille beaucoup plus facilement. Parce que, par exemple, moi, je fais pas de 3D. Donc, alors, je m'y connais parce que je parle avec des gens qui font de la 3D tout le temps. Mais pour les briefer, c'est quand même vachement plus facile de leur montrer en image ce que j'ai dans ma tête. Tu vois, c'est plus un truc abstrait, c'est un truc que je peux mélanger avec mes croquis, etc. Ça devient beaucoup plus fluide et du coup, ils vont se mettre au travail euh, sur la bonne direction plus vite. Tu vois, Ouais, donc ouais. là aussi, du temps. Ouais, et puis ça te permet aussi dès le départ
enfin, j'avais créé tous les univers dès le départ, tu vois, de tous les paysages, etc. Quelle vue et tout, machin. Enfin, ça permet de tester plein de choses et d'aller vraiment, vraiment beaucoup plus vite, je trouve. Donc ça, c'est pour l'intégrer dans le process. Et puis après, on a créé des vidéos aussi avec toujours avec Thierry. C'est mon collaborateur de testing IA. On fait plein de trucs ensemble. Ok, trop bien. Ouais, il a une boîte qui s'appelle le Club des Bernards. Ils sont deux aussi où ils testent tout ça. Et du coup, on a créé une vidéo pour notre Z Monster, la mascotte du studio. Et on s'est dit, OK, avec zéro compétence en animation, comment on va faire le storytelling et la vidéo, du coup, pendant 1 minute de notre Z Monster, de comment il est né, tu vois. Donc, pareil, challenge, etc. Donc, on a fait cette vidéo. Après, on a été à présenter sur des meetings, etc. Donc, voilà, ça nous fait faire plein de trucs. Ça nous permet à nos clients aussi de, tu vois, sur du storyboard, par exemple, un storyboard, c'est quand tu vas créer une vidéo, tu fais une planche qui s'appelle un storyboard, qui est comme une BD, on va dire, où tu vas avoir plusieurs scènes. Mais c'est généralement, tu fais des croquis très rapides, tu vois, pour donner un peu l'intention et l'idée de quel plan, comment, de ce que tu veux faire à ton client. Et en fait, c'est quand même pour un client qui n'est pas créa, et ben, c'est super dur de se projeter là-dessus. Et là, grâce à Super. l'IA, tu vas pouvoir créer des plans, alors qui ne seront pas peut-être pas les plans finaux, tu vois, mais on va pouvoir lui montrer un peu dans quel style on va aller, quel plan on veut faire, etc. Et en fait, la vidéo finale, elle est quand même plus proche du storyboard que quand tu fais un croquis en noir et blanc au crayon avec à la fin une vidéo en 3D, tu vois. Ça n'a plus rien à voir. Donc ça aide aussi ça aide le client à se projeter plus vite, à prendre des décisions plus rapidement, nous à moins se tromper, tu vois, en fait ça aide à ce que tout le monde ait la même rejoigne le même Vision le plus vite possible. chemin et on n'a plus qu'à créer, quoi. Super, super intéressant. On voit que tu as réussi à t'adapter très vite à cette partie IA. Et ça, au-delà même de t'adapter très vite, tu en as fait une force. C'est vraiment c'est quelque chose que tu utilises. C'est vraiment bravo à toi. Tu disais que tu as fait sortir un e-book. Où est-ce qu'on peut trouver ce e-book, justement, s'il y a des personnes qui sont intéressées de justement allier la partie stratégie dans le secteur voilà, de l'art du design avec l'IA? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le trouver? Est-ce qu'il faut te contacter? Il y a un Linktree normalement qui traîne, je crois, sur mon LinkedIn ou sur Instagram. Trop cool. Trop Instagram cool. de Voix Studio. Et dessus, on avait sorti un dico Web3 et art numérique, art digital, pour Génial. comprendre tout, qu'est-ce qui est dans l'art digital, qu'est-ce qui est dans le Web3. On a fait ce e-book-là. Et après, bon, il y a des événements, etc., qui passent. Mais oui, ça, on peut le retrouver sur le lien Linktree. Ok, bon alors, j'invite tout le monde à regarder le lien Linktree. Dans tous les cas, on mettra tous les liens de la description de tout ce qu'on a parlé avec Charlotte pour que vous puissiez juste cliquer dessus et vous connecter à tout ce qu'elle fait, parce qu'il y a un travail formidable. On regardera encore deux, trois créations à la fin, donc restez vraiment jusqu'à la fin avec nous, notamment ce qu'elle a fait avec Women in Web 3, avec le Petit Marseillais encore une fois, mais d'une manière différente, Sephora, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, donc on regardera tout ça. À part la partie donc développement sur l'IA, je pense que ça peut aussi t'aider sur d'autres sujets, notamment sur de la campagne, sur des développements. Et en fait, ça peut même permettre directement tes clients à te dire, bon, voilà, regarde Charlotte, moi, ce que j'ai travaillé ce week-end. Voilà le design qui me plairait. Et en fait, avant, ils étaient en incapacité en fait, de mettre dans leur tête quelque chose sur papier. Ils devaient juste t'appeler puis te dire, oui, j'ai pensé, je vois un peu un truc comme ça, bon, gros, débrouille-toi. Mais j'exagère un peu, mais c'était ça. Et maintenant, eux-mêmes, ils peuvent se dire, OK, je vais regarder un peu sur un générateur d'images IA, sans donner de marque, il y en a plein. Je regarde, tac, 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 j'essaie de sortir, ah, ça, c'est un design que j'aime bien, c'est une couleur qui pourrait me plaire. Et en fait, ça leur permet à eux aussi de t'envoyer quelque chose qui leur plaît pour que toi, tu puisses travailler plus facilement. Non, je pense que ça peut aussi les aider comme ça. Oui, oui, ça peut les aider, eux, à mettre des mots sur ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est toujours pertinent? Non, pas toujours. Ça, c'est un autre sujet, C'est effectivement. toujours pertinent parce que déjà, faut savoir prompter, faut savoir manier l'IA, etc. Donc, parfois, ils ont du mal et en fait, ils vont surtout perdre beaucoup de temps à tout. Tu l'as dit, c'est le week-end. Ils sont chez eux Ouais. et c'est un truc, ils ont envie de tester en fait, tu vois. Donc, voilà. Après, est-ce que ça colle?
Pas toujours, mais c'est pas grave. En vrai, ça reste toujours un sujet de discussion sur lequel on peut brainstormer et commencer aussi à comprendre un peu ce qu'ils veulent, etc. Donc, dans tous les cas, c'est toujours cool quand eux aussi ils font des recherches de leur côté. Oui, mais bon, à la fin, vaut mieux qu'ils laissent faire les pros. En gros, en gros, c'est ce que tu voulais dire. C'est C'est mieux de mieux. laisser faire les pros. Ouais, comme ça, allez vous reposer, c'est le week-end, passez du temps en famille. Jouez pas avec ChatGPT pour faire gagner du temps aux professionnels, ils vont le faire pour vous. Et c'est pour ça que vous les engagez. En tout cas, c'est super sympa cette réflexion. Est-ce qu'on peut continuer sur une autre réflexion? C'est comment tu pourrais euh, on en a parlé un petit peu, mais d'une autre manière, comment tu pourrais euh, augmenter un petit peu, c'est vraiment pour notre audience, c'est les jeunes qui se lancent et qui veulent vraiment partir sur la partie artistique, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des écoles, qui sont vraiment des artistes, et qui voudraient se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, qui sont encore jeunes, qui veulent développer un petit peu ce que toi tu fais, qui veulent aller dans le secteur du Web3. Comment ça se passe? Est-ce que maintenant il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des formations? euh, Quel est le premier chemin à faire? Comment ils doivent se connecter? Par quoi ils devraient commencer pour les personnes qui sont vraiment tout au début de leur développement et des personnes peut-être que tu inspires, hein, ils regardent déjà ce que tu fais, ça peut être sur Insta, sur les réseaux, ils vont regarder le podcast, ils se disent non mais Charlotte elle est incroyable, j'aimerais faire la même chose qu'elle. Comment les personnes qui nous écoutent, comment tu pourrais leur expliquer quel est le chemin à suivre, quelle est la direction, sans dire que c'est la meilleure, mais voilà, quel chemin toi tu leur conseillerais? Pour des gens qui sont encore en études, tu parles, ou qui veulent Bah se ouais, les deux, en euh, fait, je suis plutôt les jeunes qui sortent d'études, hein, parce qu'on a vraiment quand même une génération qui est assez jeune, mais voilà, ils sortent des études, ils sont dans le domaine de l'art, ils sont au courant que le futur de l'art, bah, ça passe par les NFT, en tout cas le futur de l'art numérique, ça passe par les NFT, ce que toi tu as déjà compris depuis bien longtemps. Comment elles doivent faire? Est-ce qu'il faut qu'elles apprennent un peu la tech? Est-ce qu'elles doivent s'associer avec des gens qui sont dans la tech, qui sont en capacité de le faire? Est-ce que toi, peut-être même tu recrutes? Je ne sais pas, hein, je lance le sujet comme ça. Et par où elles doivent commencer? par où commencer? Bah, par s'intéresser à la tech, ça tu l'as dit. Ouais, S'ils comprennent pas l'écosystème, s'ils vont pas à la rencontre même des gens qui créent l'écosystème, je trouve que c'est vraiment dommage. Tu peux pas rester seul dans ton coin. C'est possible, mais je pense pas que tu réussis comme ça. Faut savoir s'entourer et se connecter aux gens qui sont dans dans les mêmes problématiques ouais, que toi, etc. C'est quand même vachement plus intéressant. Et nous, alors pour ceux qui sont encore à l'école, nous, on donne des cours dans des écoles digitales, justement, où on va faire tu sais, des semaines intensives avec un challenge, il y a des briefs et tout tourne autour de l'innovation, qui va être du Web3, de l'IA, etc. Donc, il y a des écoles qui commencent à mettre des choses comme ça en place. J'ai pas l'impression que ce soit encore des cursus, même s'il il y a quelques écoles qui commencent à se faire, etc. Après, il faut toujours se former. Il y a des formations en ligne, il y a des vidéos YouTube aussi qui sont gratuites, donc on peut toujours essayer. Il y a plein d'événements aussi où on peut apprendre. Je pense qu'il faut être hyper connecté en fait. Il faut se dire que on ouais. a envie de faire ça et il Curieux. faut y aller. Ouais, faut être hyper curieux. Parce que si t'es pas Ouais, curieux, euh, enfin, personne va venir t'apprendre à toi spécifiquement. Il faut vraiment que tu aies envie d'apprendre et que tu te formes dessus. Et il faut tester. Je pense qu'il faut faire des ouais. erreurs. Il faut télécharger les IA et il faut essayer. Ok. Bah, super intéressant. Merci Charlotte pour le conseil. Effectivement, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans le Web3, qui sortent des études ou qui vont aller dans l'écosystème dans pas longtemps, l'industrie Web3. Alors là, n'hésitez pas à vous hyper connecter à droite à gauche, aller dans des événements, parler avec des personnes comme Charlotte dans les événements qui vont pouvoir aussi vous conseiller. C'est quand même assez important. On vous repartage voilà, deux, trois voilà, des créations qu'a fait Charlotte. Elle nous en a parlé, elle nous a teasé tout le long de ce podcast en nous disant bah voilà, j'ai fait des choses avec la Française des Jeux. Bah voilà, quand vous voyez un petit peu tout ce qu'elle a été en capacité de faire, on voit vraiment que
on dirait même pas que c'est la Française des Jeux, tellement que c'est design, c'est différent. Et c'est vraiment, heureusement que c'est écrit juste en haut. Sinon, on pourrait peut-être pas se rendre compte de ça. Et tu as réussi à faire ça avec d'autres marques. Là, on voit Sephora. Ah, c'est quand même assez incroyable tout ce que vous pouvez regarder là sur l'écran. Les personnes, en tout cas, qui nous regardent sur le format vidéo. Et c'est quand même assez fou parce que Sephora, c'est une grande marque. Tu as l'impression que c'est déjà une marque qui est déjà dans le design. C'est quand même une marque esthétique, hein, à la base, Sephora. Et bah voilà, tu as réussi à travailler encore plus la partie esthétique avec eux. Bah, Women Web 3, on en a parlé justement, super marque, association pour les femmes dans le Web 3 avec Naomi, super programme. Et c'est pareil, ça fait pas très longtemps qu'ils ont changé leur design, et c'est sûrement grâce à toi. Donc bravo. Moi, il y a pas longtemps, j'ai vu, parce qu'on bon, on a déjà eu Naomi sur le podcast, et on a beaucoup échangé. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu justement qu'ils avaient changé un peu le branding, les couleurs, et j'ai trouvé ça trop, trop beau. Je me suis dit, mais comment ils ont fait pour s'inspirer, les idées et tout. Mais en fait, c'est toi. C'est toi le coupable de ça. Ah, bravo. Merci, t'es gentil. Ah, c'est Mais c'est vraiment formidable. travailler pour elle. Voilà, bah, n'hésite pas en tout cas à suivre. Ouais, Dans bah, un coin reculé du monde numérique, je pense que ça doit existe être, un ça jeu doit être assez vidéo intéressant. appelé Z Monster. C'est une Vous boucle voyez sans un petit fin peu pour tout Z qui que, n'attend qu'une tout ce que Charlotte a été en capacité de faire. Donc c'est formidable. Formidable. Charlotte, on arrive gentiment à la fin du podcast. Et quand on arrive à la fin du podcast, on laisse toujours un mot de la fin aux invités. Et le mot de Ok. la fin, ça peut être tout simplement un mantra que tu utilises pour te remotiver, ou quoi que ce soit. Ça peut être un sujet qu'on n'a pas traité et que tu voudrais en profiter pour en parler. Ça peut être tout simplement un sujet qu'on a traité sur lequel tu voudrais rapporter une précision. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas, une nouveauté qui va bientôt sortir, une nouvelle collaboration, peu importe. Ta carte blanche, ça peut durer 1 minute, 30 secondes, comme ça peut durer un quart d'heure. C'est à toi de voir tout ce que tu as à nous raconter. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, une petite chose à nous raconter, et qu'on n'a pas encore eu le temps d'échanger sur ce podcast? Là, tu me prends de court. Non, je pense qu'on peut dire plein de choses. Après, voilà, peut-être pour tous ceux qui veulent entreprendre et tout, c'est difficile, mais il faut vraiment se dire que tout fait partie du process et qu'il faut persévérer, il faut rester curieux, il faut rester ouvert aussi. On ne sait pas tout Totalement, parce qu'on est dans des écosystèmes qui sont hyper changeants et qu'il y a plein de nouveautés tout le temps. Donc, il faut vraiment avoir l'humilité aussi de se remettre en question et d'apprendre, apprendre totalement. des gens qu'on rencontre. Enfin, il y a des gens qui sont hyper inspirants autour de nous et il faut vraiment profiter de ça, je pense. Ouais, Ce c'est un sera très beau mot de la fin. Non, non, mais c'est très, très beau mot de la fin. Effectivement, c'est important, quand on veut entreprendre. C'est pas facile. C'est un bon métier. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Charlotte nous a expliqué un petit peu comment elle s'était entourée des bonnes personnes grâce à son réseau, grâce à ses connaissances, grâce à sa curiosité. Et c'est vraiment important. Donc, merci pour ce mot de la fin, Charlotte. C'était vraiment un plaisir. Vraiment, on a passé un très bon moment. Je pense qu'on aurait pu tenir encore 2-3 heures ensemble facile. Il y a plein de sujets à voir. C'est pas grave. Au pire, on en refera un dans les prochains mois. Vraiment, bravo pour ce que tu fais avec Brand Studio, bravo à tes cofondatrices. Force à vous pour la suite, vous déchirez. Et vraiment, il y a pas de sujet. On a vu tout ce que vous avez fait, c'est incroyable, c'est formidable. Et vraiment, bravo à vous et force à vous pour la suite. Merci beaucoup, c'est hyper gentil. J'étais hyper contente de faire ça aussi. Merci Charlotte, à très vite. À très vite, salut.